Salut les investisseurs, c'est Goulven Tristan du livre Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. Je suis content aujourd'hui de vous retrouver pour un nouvel interview, pour un nouveau témoignage, pour vous parler des gens qui passent à l'action, des gens qui sortent de leur zone de confort. Et aujourd'hui, je suis en présence d'Eric. Eric. Bonjour Goulven. Merci de me recevoir, bonjour déjà, et merci de me recevoir dans tes bureaux à Strasbourg. Avec plaisir. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, pour celles et ceux qui connaissent Eric, on va parler de location meublée étudiante, voilà, par rapport à sa spécialité, par rapport à tout ce qu'il a pu mettre en place. Mais avant d'aller plus loin dans cette thématique, dans cette interview, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger mon dernier livre qui se trouvera dans le descriptif en haut ou en bas. Trouver et acquérir une bonne affaire avant tout le monde. Et maintenant, revenons-en à nos moutons. Donc Eric, par rapport à celles et ceux qui te découvriraient, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots? Avec plaisir. Donc Eric de Strasbourg, donc j'habite dans l'est de la France, j'ai 45 ans, voilà, ça fait depuis une quinzaine d'années que j'investis, j'ai commencé en 2003. On habite Strasbourg en famille, on est 5, donc 3 enfants à la maison, donc c'est aussi important de dire parce que la vie de famille pour moi c'est assez important et c'est d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu plus investir dans l'immobilier. Ouais. Et aujourd'hui, donc la majorité de mes appartements sont loués à des étudiants. D'accord. Tu as commencé l'immobilier en quelle année, tu nous as dit? En 2003. 2003. Et quelle a été ta motivation justement à commencer l'immobilier en 2003? Qu'est-ce que tu faisais justement avant 2003, avant de te lancer dans l'immobilier? Alors en 2003, ma motivation, c'est pas la même qu'aujourd'hui déjà, parce que ça a évolué au fil du temps. Mais bon, je peux déjà te dire à l'époque, ce qui m'avait amené à acheter mon premier studio, puisqu'à l'époque c'était un studio. À l'époque, je me suis dit, tiens, je vais acheter un appartement comme ça dans 15 ans ou 20 ans, quand le crédit sera terminé. Ça me permettra de préparer ma retraite en fait. Je pensais vraiment... Un complément de revenu pour ta future retraite. Ouais, je pensais vraiment à long terme quoi. Ah, c'est marrant parce que j'avais exactement la même démarche que toi. Quand j'ai commencé à investir, c'était dans la même stratégie que toi. C'était pas revendre dans 5 ou 10 ans ou dégager un cash flow. C'était un complément. J'étais chez les pompiers pour celles et ceux qui me suivent. Et c'était pour un complément de revenu pour ma future retraite. J'ai vraiment la même thématique que toi et c'est vrai qu'à force de côtoyer des entrepreneurs, investisseurs, infopreneurs, ma stratégie a évolué. Ouais. Exactement. Donc ouais, à l'époque, je travaillais dans une société dans le domaine automobile. Donc en fait, on fabriquait des équipements pour les voitures, les camions. Et donc je pensais vraiment en retraite. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil du temps, au fil des investissements, je me suis... Juste une petite parenthèse, quand tu te lances dans l'immobilier, tu as quel âge? Ton premier Moi investissement? j'avais 29 ans. 29 ans, d'accord. Donc bon, il y en a qui commencent plus tôt, d'ailleurs c'est très bien, plus tôt vous commencez mieux c'est. C'est vrai que maintenant, par rapport à toutes celles et ceux qu'on peut fréquenter, qu'on peut voir, toutes les connaissances qu'on a en commun, c'est vrai que ça commence de plus en plus jeune maintenant. Voilà. C'est vrai que les gens, avec tout ce boom de l'immobilier, ce boom d'internet, les gens voient le champ du possible, si je peux dire. Et il y a beaucoup de gens qui se lancent à 18, 20 ans, 22, 24 ans, et il y en a de plus en plus. C'est une bonne chose. Donc oui, 29 ans, voilà, je travaille. Bon, alors à l'époque, j'achète un appartement en 2003, le deuxième je l'achète en 2005. Donc à l'époque, je prenais mon temps, enfin je voyais vraiment à long terme. Et puis il y a eu un déclic en 2008. Là, j'ai compris qu'on pouvait gagner de l'argent tout de suite avec l'immobilier, donc on pouvait avoir des revenus immédiats avec l'immobilier. Le déclic, le premier déclic, ça a été un déclic au niveau de la fiscalité, puisqu'en fait, au début, je faisais la location nue, je payais beaucoup d'impôts, il y avait une grosse partie de mes bénéfices qui partaient en impôts, Ouais. et ça faisait très mal, et là, je me suis dit, mince, c'est pas du tout ce que j'avais calculé au départ. Et du coup, j'ai compris en 2008 qu'on pouvait faire autrement, qu'il y avait des régimes fiscaux plus intéressants. Et donc j'ai commencé à transformer mes appartements, puisque l'avantage justement des meublés étudiants, c'est que comme les locataires vont rester en moyenne 2-3 ans, eh ben on peut redéfinir les choses à la sortie du locataire. Et donc en l'occurrence, ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'ai passé mes appartements en location meublée, et donc fiscalement, c'était déjà plus intéressant. Ça t'a coûté quoi le fait de passer tes appartements de vide à meubler? C'était quoi un peu t'as dû les meubler de quelle manière? Acheter quoi grosso modo? Moi j'ai acheté, donc il y a une liste officielle de meubles à mettre en place pour les meubler. Donc je suis allé dans les magasins comme Ikea par exemple.
j'ai acheté des appartements, donc voilà, ça prend quoi, une journée quoi, pour meubler un appartement. Ça c'est la première partie. Après il y a la partie administrative, donc là c'est quelques papiers à remplir pour passer dans un autre régime fiscal. Donc non, ça ne m'a pas coûté énormément. Par contre, la difficulté pour le faire, c'est plus la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas le faire. Si tu ne sais pas que voilà, il y a telle démarche à faire, qu'il y a tel régime, parce qu'il y a plein de régimes différents. Tu peux faire du meublé avec un régime, mais tu peux le faire avec un autre régime qui sera plus intéressant. Donc la connaissance, en fait, je pense aussi avoir dans son entourage des personnes qui peuvent t'aider pour ça, puisque là, en l'occurrence, à l'époque, j'avais un comptable qui m'a bien aidé, qui m'a vraiment tout expliqué, et ça m'a permis de commencer dans cette voie-là. Donc ça, c'était le premier déclic. Et ensuite, en 2010, un peu plus tard, quand j'ai été parent, je suis toujours parent, et donc à ce moment-là, en fait, je me suis dit que j'ai envie de passer plus de temps en famille, être là pour les enfants, parce que j'étais souvent en déplacement. Ouais. Je ne voyais pas mon fils, je ne le voyais pas le matin, je ne le voyais pas le soir. En déplacement par rapport à la profession. À ta profession ou par rapport à l'immobilier? Non, à la profession. Ouais, justement, parce que je travaillais beaucoup avec l'Allemagne, alors j'étais souvent en Allemagne. Et j'étais frustré de ne pas avoir le temps de les voir grandir, voilà. de prendre du bon temps avec eux. Et là, c'était un déclic. Et là, je me suis dit, purée, j'ai de l'immobilier, je vois que c'est possible de faire des revenus avec l'immobilier. Donc pourquoi ne pas l'utiliser pour transformer mon quotidien et puis peut-être pour en vivre. Parce que je me suis rendu compte, à cette époque, je me suis dit, si je mets ça en place, si je mets différentes choses en place, je pourrais en vivre et peut-être moins travailler ou carrément quitter mon travail. D'accord. Et donc là, quand tu prends cette décision, tu as combien de logements? C'est quoi? C'est 2-3 logements que tu as? À l'époque, là j'en avais 3 et j'ai acheté le 4e. Et qu'est-ce qui a fait que tu as pu quitter ton travail pour vivre de l'immobilier? C'est quoi? C'est une autre gestion de ton patrimoine? C'est une exploitation différente? Ouais. C'est qu'est-ce qui t'a permis justement de pouvoir quitter ton travail? Alors, il y a plusieurs choses, mais voilà, la première étape c'était l'étape fiscale, mais après il y a aussi la gestion différente, puisqu'en fait je me suis rendu compte que les besoins dans l'immobilier évoluaient, notamment pour les étudiants, parce qu'en fait aujourd'hui, un étudiant qui vient d'une autre ville, enfin qui vient de loin, ce qu'il recherche avant tout c'est un appartement tout clé en main. Aujourd'hui c'est une tendance, il y a de plus en plus de personnes, d'étudiants qui recherchent le clé en main. Donc c'est un meublé, mais c'est un peu plus, c'est plus qu'un meublé. Parce que toi, tes premiers logements que tu avais, ils s'adressaient à quel type de personnes? C'est quel type de personnes qui étaient dans tes logements avant que tu prennes cette décision de vouloir changer un peu la fiscalité, de les meubler, de définir un peu entre guillemets ton avatar de locataire? Comment était exploité? Enfin, c'était quel type d'avatar, quel type de client, de locataire que tu avais avant ce changement? Avant, c'était des étudiants locaux, on va dire, qui étaient très souvent de la région ou des régions limitrophes, qui rentraient le week-end. Ouais. Donc les parents étaient proches, ils avaient pas besoin, on rentrait le week-end avec leur lessive, ils faisaient chez leurs parents. D'accord. Et aujourd'hui, l'avatar de mes clients aujourd'hui, c'est plutôt des étudiants qui viennent de loin. Par exemple, j'ai des étudiants qui viennent de ta ville, de Toulouse. D'accord. Voilà, j'ai des étudiants de Paris, j'ai des étudiants d'autres pays. Donc j'ai des étudiants d'Allemagne, d'Angleterre, des pays scandinaves, même des États-Unis. Donc aujourd'hui, j'ai des étudiants qui viennent de très loin. Et donc la façon d'exploiter les biens n'est plus la même aujourd'hui, puisqu'en fait ces personnes recherchent autre chose, recherchent plus de flexibilité et recherchent aussi une façon, rien que pour la mise en location, par exemple une personne qui vient de New York, elle ne va pas pouvoir se déplacer pour visiter l'appartement. Et donc j'utilise pour la mise en location, j'utilise des outils que je n'utilisais pas avant. Donc ça fait la différence. Et en termes de prestations, par exemple, on parlait tout à l'heure du lave-linge, enfin de la lessive. Aujourd'hui, dans mes appartements, tous mes appartements pour les étudiants, il y a un lave-linge dedans. D'accord. Puisqu'en fait, la personne, elle a besoin elle reste sur place pendant plusieurs mois. Donc, elle a besoin d'un lave-linge. Évidemment, il y a une prestation obligatoire aussi, c'est Internet.
Ouais. Donc une bonne connexion Internet. Aujourd'hui, les étudiants utilisent tous Internet. Et pour celles et ceux qui me disent qu'ils viennent de très loin, comme l'exemple que tu as soumise de New York, Oui. c'est quoi? Tu fais quoi? Tu fais une vidéo de ton appartement ou c'est des photos faites par un professionnel? Comment tu fais? Quel outil tu utilises pour que justement la personne puisse se projeter facilement dans ton appartement sans même l'avoir visité? Ouais. Alors effectivement, les photos, c'est le premier point d'entrée puisque c'est ce que vont voir les personnes sur un site. Et ensuite, moi ce que je fais, c'est que je fais une visite Skype. D'accord. C'est-à-dire que quand j'ai un profil, parce que j'ai un processus de filtrage ou de sélection, on va dire, et quand j'ai sélectionné certains locataires, je leur propose de visiter l'appartement en virtuel par Skype. Donc je vais dans l'appartement avec ma petite caméra, mon petit smartphone, et puis je me balade dans l'appartement et je réponds aux questions. D'accord. Et moi c'est important parce que ça me permet aussi de savoir qui j'ai en face. Parce que bon, je pourrais aussi leur envoyer une vidéo, ça marche aussi, hein, j'ai des personnes qui... Mais tu as envie d'avoir ce contact humain? Moi j'ai envie d'avoir ce contact pour savoir à qui je loue. D'accord. Et en fait, moi je suis assez prudent de nature et il y a une chose qui me rassure par-dessus tout, c'est quand il y a les parents qui sont garants, qui sont derrière. Par exemple, quand j'ai loué là récemment aux étudiants américains, en fait, il y avait les parents qui étaient là pendant le Skype. D'accord. Donc c'est eux qui me posaient les questions, je sais que c'est eux qui payent derrière. Des parents qui envoient leur enfant étudier en France, faire plusieurs milliers de kilomètres, je peux vous assurer. Ils veulent que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème. Donc, ils savent que si demain les enfants ne payent pas, mais ils vont avoir des problèmes, ça va gâcher leur étude et compagnie. Donc c'est des loyers qui sont garantis, quoi. C'est ça, c'est une bonne garantie. Alors, comme on parle de garantie, moi au début je faisais signer l'engagement de caution solidaire qui n'a pas de valeur juridique pour des personnes étrangères. Et c'était plus un engagement psychologique. Aujourd'hui, il y a d'autres solutions. Aujourd'hui, il y a des assurances qui existent. Assurance loyer impayé pour les étrangers. Et donc ça, c'est un nouvel outil qui est pratique pour ce. Tu as une adresse, non, à nous En fait, c'est un partenariat que j'ai avec. Donc là, je vais pas donner l'adresse, mais c'est un truc que je suis en train de mettre en place. Donc c'est pas encore officialisé. Voilà, prochainement. D'accord, ça marche. Ouais. Voilà, donc en fait, donc c'est des outils différents qu'on utilise pour ce public-là. Et surtout, la grosse différence, c'est que comme on a des prestations, plus de prestations, et ben, le loyer évidemment est plus élevé. Et pour donner un exemple, un appartement qui se loue normalement 400-450 euros, moi je vais pouvoir le louer 700 ou 750 euros. Donc c'est quand même en termes de bénéfices, au final, pour un investisseur, ça fait une grosse différence. Et j'irai même plus loin, c'est que je fais aussi de la location courte durée à côté. D'accord. Bon, c'est de la location courte durée 100% automatisée avec une société, enfin des concierges qui s'occupent des appartements. Donc si je fais le calcul de ce que ça me rapporte un appartement en courte durée avec les frais de conciergerie, etc., c'est quasiment équivalent à ce que je vais gagner sur ces appartements meublés étudiants haute rentabilité. D'accord. Donc aujourd'hui, tes revenus dans l'immobilier, c'est une partie sur la location meublée, plus location courte durée. Moi, j'en ai que 2 en location courte durée. D'accord. Donc ça c'est minoritaire, mais non, la grosse partie c'est meublé étudiant. Ouais. D'accord, donc toi ta vraie spécialité c'est le meublé étudiant. C'est ça. Qu'est-ce que meublé étudiant, c'est quelle superficie toi? C'est uniquement du studio ou t'as vu? Alors moi je commence le plus petit, je commence par le plus petit, hein, vraiment c'est studio de 18 mètres carrés, je vais pas en dessous de 18 mètres carrés. Donc c'est plutôt, j'aime bien pour les studios, j'aime bien les surfaces qui sont plutôt au-dessus de la moyenne. Je dirais 25 c'est top, ouais. Parce que ça se démarque déjà, rien que par la surface vous démarquez déjà. Donc ça j'aime bien, donc j'ai studio, après j'ai aussi des 2 pièces, j'ai des 3 pièces en colocation et un 4 pièces en colocation. Donc disons il y a plusieurs surfaces qui conviennent. J'aime bien aussi les petites colocations parce que déjà, ça coûte moins cher au prix au mètre carré, hein, l'appartement. Donc en termes de rentabilité, c'est intéressant. Par contre, je suis un peu réticent sur les grosses colocations parce que c'est un peu difficile à gérer. J'en ai pas encore fait des grosses. Le maximum que j'ai, c'est 3 colocataires. F4, ouais. Voilà, mais je vois des fois comment ça se passe. Alors je suis plus sur les petites colocs, ça me va bien. Pour le moment, c'est le truc qui me plaît.
Et le studio, donc la majorité de ton parc immobilier, c'est quoi? Ça reste des studios meublés étudiants, c'est ça? Ouais, on va dire C'est vraiment 3/4 des 3/4. appartements, c'est des studios. Après, donc. Si tu avais des conseils à donner à celles et ceux qui nous regardent, qui seraient intéressés pour tout ce qui est meublé étudiant, qu'est-ce que tu pourrais, par rapport au régime fiscal, par rapport à tous les avantages que tu as pu avoir avec cette niche ou cette façon d'exploiter les studios, qu'est-ce que tu pourrais leur dire comme petite astuce ou pourquoi tu en es venu là, enfin pourquoi aujourd'hui c'est une niche que tu aimes bien, que tu apprécies? En fait, je vais donner. Alors, je vais donner 3 astuces en fait. Déjà, une raison. Là, tu parles de pourquoi est-ce que c'est une niche que j'apprécie. Donc, ça va être la première astuce. En fait, c'est parce que pour moi, il n'y a rien de plus sécurisant. Ce type d'investissement, pour moi, il est hyper sécurisant pour plusieurs raisons. Parce que, comme je disais tout à l'heure, l'étudiant, il a les parents qui vont payer son loyer, donc pour un étudiant français qui vont se porter garant. Donc ça, c'est une énorme sécurité. Ouais. Après, les étudiants, ils touchent les aides au logement, parce qu'effectivement, l'étudiant, lui, n'a pas de revenus, même si ce sont les parents derrière qui payent. Donc il va toucher les aides au logement. Donc en termes de charge de loyer, pour lui, ça va être moins lourd que pour une personne qui serait, par exemple, travailleur et qui n'aurait pas ces aides au logement. Sachant aussi que les étudiants étrangers ont aussi le droit aux aides au logement. Il faut le savoir aussi, donc c'est aussi la bonne surprise. Moi, en général, je ne le mets pas en avant pour les étrangers, mais quand ils arrivent, je leur dis écoutez, voilà, vous pouvez toucher les aides au logement, je les aide à remplir le document, et là, ils sont agréablement surpris, on va dire. D'accord, c'est bon à savoir en tout cas. Voilà, donc effectivement, c'est sécurisant. Après, c'est un marché d'avenir, puisqu'en France, il y a à peu près 2 millions d'étudiants qui se logent tous les ans. Et c'est en progression, tous les ans, il y a 5% d'étudiants en plus qui ont besoin de se loger. Donc c'est un marché en perpétuelle progression. Je sais que dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il y aura toujours des étudiants qui feront des études en France. Donc je sais qu'il y aura toujours de la demande locative. Et c'est un marché qui est stable. Si je le compare par exemple à la location courte durée, où il y a souvent des changements de législation dans les villes, etc., il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a beaucoup plus de stabilité sur le meublé étudiant. C'est pour ça que j'aime bien. Donc ça, c'est la première raison. D'accord. Après, je vais donner 2 astuces. La première astuce, alors, en fait, les 2 piliers pour réussir un investissement, à mon sens, c'est d'acheter en dessous des prix du marché, en tout cas, ou à un prix intéressant. Et le deuxième pilier, c'est de louer au-dessus des prix du marché aussi. Et donc, comme ça, vous allez générer plus de bénéfices. C'est vraiment les 2 piliers sur lesquels vous avez un impact le plus important. Et donc, astuce pour acheter en dessous des prix du marché, moi, ce que je conseille pour l'immobilier étudiant, c'est un peu contre-intuitif, c'est de ne pas acheter nécessairement sur les campus ou dans les centres-villes. Pourquoi? Parce que souvent, c'est des endroits où le prix au mètre carré est très élevé. Et donc, mon conseil, c'est plutôt d'acheter dans les quartiers environnants, qui sont moins chers au prix au mètre carré, à condition d'avoir les transports en commun et que l'étudiant puisse se rendre sur son campus en maximum 15-20 minutes en transport en commun. Si vous suivez ce conseil, vous allez pouvoir trouver des biens qui sont plus intéressants en termes de prix d'achat. Et donc, comme on est investisseur, c'est ce qu'on recherche aussi, c'est avoir la meilleure rentabilité. Et ça, c'est le facteur numéro 1 pour avoir la bonne affaire. Elle se fait à l'achat. Tout à fait. Donc aller sur les quartiers environnants, moi je trace souvent une carte d'une ville, je prends la ville, je regarde toutes les lignes de tram de la ville et là je regarde où je peux investir, quels sont, et je regarde les prix au mètre carré des quartiers, et je dis ah tiens, ce quartier il y a le tram, il est moins cher au mètre carré, là il y a peut-être quelque chose à faire. Oui, bien sûr. Ouais. Voir aussi les travaux qui vont se faire dans la ville à moyen, long terme. Exactement. Ouais, l'évolution de la ville. Souvent, il y a des quartiers qui sont pas chers et je sais que le prix va monter parce qu'il y a une politique de la ville d'aménagement. Et là, j'ai un appartement que j'ai acheté il y a 5 ans. À l'époque, c'était un quartier pas terrible. Quartier populaire. Ouais, populaire. Et ils ont transformé un terrain vague, ils l'ont transformé en parc et maintenant, ça a pris beaucoup de valeur. D'accord. Donc, c'est des petits indices comme ça, la ville. Souvent, si vous allez dans les mairies, vous avez des infos intéressantes. Ah, bien sûr, ouais. Donc ça c'était le 2e conseil. Et le 3e conseil, on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est
louer plus cher en louant à un public particulier, en l'occurrence Faire du haut de gamme. faire du haut de gamme et louer à des étudiants à haut pouvoir d'achat. En l'occurrence, souvent, ce sont souvent les étudiants étrangers ou les étudiants de grandes villes. Par exemple, moi j'ai les personnes souvent qui viennent de villes comme Paris, quand elles arrivent à Strasbourg et que je leur parle d'un loyer de 700, 750 euros, c'est normal, enfin c'est même pas cher. Ouais, ouais. Parce que dans leur ville, ben, le loyer est plus élevé. Pareil, une personne qui vient de Londres ou de New York, quand elle vient, et je lui dis 750 euros. Là, c'est une des capitales les plus chères au monde. Voilà, donc la question ne se pose même pas. Et alors, bon, en fait, on peut se poser la question aussi, mais est-ce que dans votre ville, peut-être, est-ce que vous avez ce profil qui cherche à louer des appartements? Mais je peux vous dire, en fait, on a fait des études, on a fait des études pour chaque ville. Enfin pas chaque ville, mais un grand nombre de villes, une cinquantaine de villes étudiantes en France. Et j'ai été très surpris de voir que dans quasiment toutes les villes étudiantes, il y a des programmes d'échanges internationaux, donc il y a ce public qui recherche à se loger. Et après, bon, une fois que vous avez les informations et les points d'entrée, vous pouvez toucher ce public. Ah, merci à toi Eric pour tous ces conseils. Pour toutes celles et ceux qui voudraient te suivre ou qui voudraient se spécialiser dans le meublé étudiant, est-ce que tu peux nous parler de quelle manière tu accompagnes les gens pour justement par rapport à ta formation sur le meublé étudiant? Ouais. Savoir ce qu'on va y trouver dedans, de quelle manière tu accompagnes les gens Ok. Bah écoutez, Goulouane, déjà si le sujet vous intéresse, moi je vous invite à venir sur le blog qui parle de ce sujet, le blog que j'ai mis en place là, il y a maintenant quelques années qui s'appelle campus-invest.fr. Donc c'est un blog sur lequel vous trouverez plein d'informations sur le meublé étudiant, enfin sur l'immobilier étudiant en général, avec des conseils, avec des anecdotes, avec des cas d'études, et puis des interviews aussi. Donc ça c'est le premier point d'entrée. Après vous avez aussi la chaîne YouTube Campus Invest sur laquelle vous avez beaucoup de contenu vidéo. Vous avez une page Facebook Campus Invest où là vous pouvez même interagir. Je suis souvent sur place sur la page. Donc si vous avez des questions, vous pouvez venir à cet endroit-là aussi. Et tu parlais tout à l'heure d'accompagnement et de formation. Alors j'accompagne aussi des personnes pour investir dans leur ville. Pour les aider pour leurs investissements, que ce soit des débutants ou des confirmés. D'accord. Donc là, vous pouvez aussi me contacter par l'intermédiaire du blog, par exemple. Vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé dans votre ville pour investir ou dans d'autres villes. Et pour terminer, j'ai également un programme de formation qui est dédié exclusivement au meublé étudiant haute rentabilité. Rapidement, 2-3 mots, est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce programme? Oui, bien sûr. Alors c'est un programme qui couvre l'ensemble du processus d'investissement, que ce soit depuis la prospection jusqu'à la mise en location, et après même avec les optimisations qui vont derrière. Donc je couvre vraiment toutes les phases de l'investissement, donc le financement, la rénovation s'il y a une rénovation, l'ameublement, le côté fiscal, donc ça balaye tous les sujets. Et bien sûr, dans la formation, vous avez aussi accès à un forum privé où vous pouvez échanger avec les membres de la formation, et également, je réponds également à vos questions dans la formation. Donc c'est vraiment le seul programme complet qui parle du meublé étudiant haute rentabilité aujourd'hui. Ok, merci Eric pour ce témoignage, pour ces renseignements. Voilà, si ce témoignage vous a plu, cette interview vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut, je veux dire, à le partager à un maximum de personnes, à vos proches, vos amis, toutes celles et ceux qui seront en recherche de conseils pour entreprendre, pour passer à l'action. Et moi, je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles interviews et de nouveaux témoignages. À bientôt, bye bye.